Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Aider les nouvelles recrues à mieux mettre en œuvre le dispositif mis en place pour l'enseignement de l'anglais au collège. Telle était la toile de fond d'une rencontre qui s'est tenue ce lundi entre le ministre de l'enseignement préuniversitaire et les professeurs d'anglais. L'introduction de la matière au BEPC est également à l'étude. L'infertilité, un problème de santé qui peut être aussi source de tension dans les foyers conjugaux. Les femmes, souvent accusées d'être seules responsables de cette situation, sont stigmatisées, mais force est de souligner que le problème est aussi masculin que féminin. Explication à suivre dans ce journal. Et puis 550 participants à l'école de l'islam. C'est à la faveur de la 10e édition du Kanafi, temps national de la formation islamique, un événement organisé par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Nous vous en parlions depuis le week-end dernier. Le remplissage des fiches d'orientation et de sélection a bel et bien débuté ce lundi dans les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées. 3 institutions universitaires de la place ont reçu les élèves des profils sciences sociales, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Ces opérations doivent s'étendre sur 4 jours. Certains déplorent déjà des difficultés. Les explications dans ce reportage d'Oumar Sow. Ici, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, nombreux sont ces futurs étudiants profil sciences sociales, arabes et français, session 2013, à venir répondre massivement pour le remplissage des fiches de sélection et d'orientation dans les institutions d'enseignement supérieur, public et privé. Dr Mamadi Touré est membre du centre de Gamal pour l'inscription des bacheliers en sciences sociales. Il nous explique les critères de choix et le remplissage des fiches de sélection et d'orientation. Vous le savez, quand on décroche ce diplôme, on se donne plein d'importance, ce qui est normal. Donc, le premier jour, chacun veut passer. Généralement, ils présentent leur badge qu'ils ont utilisé pour faire le baccalauréat. Mais nous avons dit que, parce que beaucoup disent qu'ils ont perdu leur badge, alors ils peuvent présenter n'importe quel acte d'identification, que ce soit une carte d'identité nationale ou une carte scolaire, dûment établie par leur établissement d'origine et signée par le premier responsable. Quelques élèves bacheliers sont déjà rentrés en possession de leurs fiches qu'ils doivent remplir tout en cochant les différents choix en fonction desquels ils seront orientés. J'ai juste demandé 2 photos plus la carte scolaire et on nous dit demain de venir ramener en envoyant 15 000 francs. Nous avons constaté sur ces fiches que les répartitions sont faites par ordre alphabétique. Les uns et les autres ont essayé de se rendre dans les différentes salles afin de récupérer leurs fiches. D'autres, en revanche, vu l'affluence devant les différentes salles de classe, dénoncent les difficultés rencontrées au niveau de l'obtention de ces fiches de sélection et d'orientation. Franchement, nous rencontrons des difficultés, des sérieuses difficultés, franchement. Parce que, regardez cette désorganisation, depuis le matin nous sommes là, avec toute cette fatigue. Et c'est là aussi, nous ne sommes pas optimistes de recevoir ce que nous sommes venus pour recevoir aujourd'hui encore. Je suis venu depuis 7 heures. À la rentrée, ceux qui ont la force, c'est eux qui rentrent. Je suis avec le bébé, je quitte jusqu'à 36 comme ça pour venir. Le remplissage de ces fiches de sélection et d'orientation des différents candidats admis au baccalauréat unique session 2013 s'étend sur 4 jours. Éducation toujours, je vous le disais en titre, le ministre de l'enseignement préuniversitaire a conféré ce lundi avec les professeurs d'anglais admis au concours de recrutement pour le compte de l'enseignement secondaire. Il était question pour Dr Ibrahima Kourouma d'aider ses professeurs à s'approprier du dispositif mis en place pour l'enseignement de l'anglais au collège. Plus de détails dans ce compte rendu signé Manian Kondé. Ça y est, et c'est désormais officiel, l'anglais sera considéré en Guinée comme une matière fondamentale à partir du collège à compter de l'ouverture prochaine. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique lors d'une rencontre avec les nouveaux professeurs d'anglais recrutés cette année au compte de l'enseignement préuniversitaire. Pour Dr Ibrahima Kourouma, aujourd'hui est un grand jour pour l'éducation guinéenne. À partir de la rentrée scolaire 2013-2014, l'anglais sera enseigné de la 7e jusqu'en 10e. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est que chacun de nous sait comment aujourd'hui souffre notre administration du manque de connaissance de la langue anglaise. Il y a des bourses qui arrivent à l'État guinéen, mais qui ne peuvent pas être exploitées. Pourquoi? L'un des éléments fondamentaux, c'est la maîtrise de la langue anglaise. À partir de cette année, nous allons faire en sorte que l'anglais soit une matière fondamentale.
Sur les 330 professeurs, 238 ont répondu à l'appel. Des professeurs d'anglais qui seront répartis dans toutes les écoles du pays. Pour la bonne réussite de ce projet, Ibrahima Kourouma a invité les nouveaux professeurs à accepter leur lieu d'affectation. Nous entamons une phase extrêmement importante pour notre école, mais aussi pour notre pays. Et c'est vous qui avez le levier. Vous avez le soutien du gouvernement. Je souhaite, quel que soit le lieu d'affectation, il faut que vous acceptiez d'aller. L'une des innovations que nous allons apporter cette année dans le système, c'est que nous allons faire en sorte que personne ne s'éternise quelque part. Les primes de zone ne dépendront plus de la personne, elles dépendront plutôt du lieu. Au cours de la rencontre, le dispositif mis en place dans le cadre de l'introduction de l'anglais au collège a été largement expliqué aux nouvelles recrues. Un dispositif réalisé grâce à l'appui d'experts guinéens et sud-africains. Une occasion pour certains professeurs de féliciter la transparence qui a prévalu lors du concours. Le recrutement a été vraiment très transparent. Cela s'est passé dans des conditions vraiment fiables. Et je voudrais dire à mes amis de ne pas écouter les rumeurs, parce que nous voyons que maintenant, c'est la promotion de l'excellence. Une possibilité d'introduction de l'anglais au BEPC est également prévue dans les perspectives. Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l'enseignement préuniversitaire avec les professeurs d'anglais. Autre facette de l'actualité, des vivres pour les couches les plus vulnérables des 4 régions naturelles du pays et pour les réfugiés maliens et ivoiriens vivant sur le sol guinéen. Le geste du gouvernement japonais par l'entremise du programme alimentaire mondial PAM, ce don estimé à 4 millions de dollars américains a été officiellement remis ce lundi. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé plusieurs personnalités de haut rang. Alpha Oumar Bari. Cette cérémonie de remise concerne plus de 3000 tonnes de vivres destinés aux couches les plus vulnérables du pays, notamment des 4 régions naturelles, mais aussi des réfugiés ivoiriens et maliens résidant en Guinée. Le don est du gouvernement japonais à travers le PAM, le programme alimentaire mondial, estimé à plus de 4 millions de dollars américains. Ce don, selon la représentante du PAM en Guinée, vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Il est destiné à couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels de 71 150 personnes vulnérables dans les zones d'insécurité alimentaire des 4 régions naturelles de la Guinée et la ville de Conakry. Plus précisément, ces vivres seront distribués aux écoliers issus de familles en insécurité alimentaire en milieu rural, où les taux de scolarisation, de réussite et de maintien des élèves, notamment les filles, sont très bas. Outre les couches les plus vulnérables et les réfugiés ivoiriens et maliens vivant en Guinée, une partie de ce don sera destinée aux écoliers de certaines préfectures du pays pour leur permettre de suivre un parcours scolaire dans les meilleures conditions. Le troisième volet est composé de 2236 tonnes d'aliments et destiné à encourager la scolarisation des enfants par le biais des cantines scolaires. Un don qui vient à point nommé selon le ministre de la Coopération internationale, qui a d'ailleurs remercié au nom du gouvernement guinéen le peuple et le gouvernement japonais. Moustapha Koutouboussano n'a pas manqué de magnifier pour la circonstance l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. L'occasion est opportune de rappeler que le Japon fait partie des partenaires traditionnels, singuliers et particuliers de la Guinée, dont la contribution au développement, tout en étant hautement appréciable, revêt des formes variées. Il faut rappeler que la sécurité alimentaire et nutritive est une des priorités de l'État guinéen et elle a été un des sujets principaux de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, organisée début juin 2013 à Yokohama, au Japon. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler faire œuvre utile. Autre registre de l'actualité, la gouvernance actuelle, les élections législatives et les droits de l'homme au centre d'une conférence de presse qui s'est tenue ce lundi à Conakry, occasion pour les responsables du mouvement africain pour la défense des droits de l'homme et de la gouvernance Afrido de faire une déclaration qui vous est décryptée par Adira Touba. La bonne gouvernance demeure le facteur déterminant du développement socio-économique de la Guinée. Une bonne gouvernance qui, selon le président de l'Afrido, fait actuellement défaut. Le mouvement africain pour la défense des droits de l'homme et la gouvernance Afrido donc tient à faire remarquer que notre pays, la Guinée, est au bord d'une véritable crise de gouvernance. En sens que l'utilisation des puissances publiques pour des fins d'enrichissement personnel, à travers les actes de corruption et de détournement des deniers publics,
a atteint une proportion inquiétante. Le mouvement africain pour la défense des droits de l'homme et de la gouvernance invite le peuple à choisir des députés intègres afin d'avoir une assemblée crédible et autonome. Les Guinéens n'ont nullement besoin d'une assemblée nationale budgétivore. Les Guinéens ont besoin seulement que d'une assemblée capable et efficiente qui serait capable non seulement de voter les lois de la République, mais aussi de contrôler sans relâche les actions du gouvernement en vue de l'édification d'un véritable état de droit et respecter les droits de l'homme. Nous invitons en conséquence l'ensemble des partis politiques candidats aux futures élections législatives à inscrire la problématique de la gouvernance dans leur projet de société en vue de barrer la route, n'est-ce pas, aux priorités de la République actuelle. Afrido appelle la CENI à respecter les accords afin d'avoir une élection transparente et exhorte le chef de l'État à œuvrer pour que lumière soit faite sur les différentes malversations qui minent l'économie guinéenne. Et voilà qui nous tend la perche pour ouvrir le chapitre politique de cette édition. Une délégation conduite par le directeur régional de la ville de Conakry chargé de l'emploi jeune s'est rendue récemment à Kaleta, une sous-préfecture de la localité de Dubreka. L'association des jeunes ressortissants et amis de l'Aboya a mis cette occasion à profit pour organiser un match de football, une manière pour elle de renouveler son soutien aux actions du chef de l'État. Reportage Aminata Diontungalo. Le RPG Arc-en-Ciel affûte ses armes en vue de rafler plus de sièges à la future Assemblée nationale. C'est dans cette perspective que le directeur régional de la ville de Conakry, chargé de l'emploi jeune, des sports et de la culture, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Dubreka. La délégation a présidé à Kaleta un tournoi de football organisé par les jeunes ressortissants et amis de l'Abaya pour magnifier leur reconnaissance au président de la République. Des matchs qui ont opposé pendant plus de 2 semaines 8 équipes. La finale de ce samedi a mis aux prises le FC Tamba de Télémélé à celui de Tondon de Dubreka. Le score final est de 5-4 en faveur de Tondon. Les jeunes, après avoir rappelé quelques réalisations du président de la République, ont énuméré des maux dont souffrent les populations. Nous voudrions profiter de cette opportunité pour remercier le président Alpha Condé pour d'avoir mis en relief notre sous-préfecture en y exploitant l'un des plus grands barrages d'Afrique, ce petit Kaleta. En y aménageant les voies routières et autres. On n'a pas de maison de jeunes, du terrain de football, des centres de santé. Le directeur régional a, au nom du président de la République, offert des équipements sportifs à 3 équipes, à savoir l'Abaya, Tamba, Sogolon et une enveloppe symbolique pour le vainqueur. Nous les jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Il ne faut pas accepter manipulation des politiciens, certains mal intentionnés. On doit être reconnaissant envers lui. Tout ce qu'il fait quotidiennement, le président de la République, il a affaire avec la jeunesse. Adjamagbe Kamara, membre du RPG Arc-en-Ciel, s'est aussi adressé aux militants, en particulier les jeunes et les femmes. C'est une reconnaissance pour le professeur Alpha Condé. Vraiment, on nous continue à nous faire bata sotoma be na gamba barrage sira. Bogu mengera kaklisa, bogu kaklisa na. Donc on a fait ba so wotam fonike faté. Woga ma sen Alpha Condé ba na ganda ba fe woga bogu be. Vraiment, je vous remercie, je vous remercie. Continuez sur ça. C'est ce qui peut développer notre pays. Avant de quitter les lieux, Ibrahim Soare a demandé aux jeunes de surmonter leurs différends par le dialogue et non pas par la violence. Une manifestation qui s'inscrit dans la fièvre de la campagne électorale. Et dans cette dynamique, le parti GPT n'est pas en reste. Son président était à Kindia dimanche pour une visite à forte consonance électorale. Dr Ibrahima Kassori Fofana y a été chaleureusement accueilli par ses militants et sympathisants. Objectif de cette visite, lancer la campagne électorale dans la ville des Agrumes et apporter son soutien au candidat du parti Aboubakar Silla. En bref, toujours scénario quasi identique pour le PDG RDA qui a lancé hier à son tour sa campagne électorale pour les législatives du 24 septembre prochain. Militants et sympathisants ont pour la circonstance investi le siège du parti. L'occasion a été mise à profit par le secrétaire général du PDG RDA, Mohamed Touré, pour rappeler la portée historique de la date du 25 août, date à laquelle son illustre père, feu Ahmed Sékou
Modibo Touré avait prononcé une phrase restée célèbre depuis. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Et puis, toujours en bref, seul bémol cependant à se mettre sous la dent pour ce début de campagne électorale, c'est le désaffichage apparemment délibéré des effigies du leader de l'Union des forces républicaines. L'acte s'est produit à Ratoma Centre. Le directeur de campagne du parti déplore cet état de fait. Il appelle les populations à faire preuve de civisme. Cheikh Tidiane Traoré est au micro de Gao Bachir. Ce matin, ce sont nos militants et sympathisants qui habitent dans la zone de Ratoma et derrière qui nous ont informé que des vandales sont venus désafficher nos panneaux publicitaires. Nous en avons loué 75 sur le territoire de Conakry et actuellement nous sommes en campagne d'affichage. Nous invitons tout le monde au fair play politique. Ceux qui ne sont pas pour l'UFR, la meilleure sanction à lui apporter, c'est de voter contre lui le jour du vote le 24 septembre. Mais de telles pratiques doivent définitivement cesser dans notre pays. Nous allons réafficher et nous allons mettre nos militants et nos sympathisants, on va les appeler à la vigilance pour que de tels actes ne se reprennent plus. Changeons maintenant de registre pour aborder le volet santé de cette édition. Le sujet est peut-être tabou, mais il est d'une importance capitale pour la reproduction dans les couples. L'infertilité est souvent considérée comme un problème de santé qui se pose uniquement au niveau des femmes. Stigmatiser ces femmes deviennent systématiquement les souffres-douleurs de certaines familles, sans doute mal informées. Et pourtant, l'infertilité peut être aussi masculine, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Marichela Fofana. L'infertilité dans un couple est souvent l'une des causes de divorce dans les sociétés traditionnelles africaines. Dans la plupart des cas, les femmes en sont tenues pour responsables. Elles sont stigmatisées et parfois même accusées de faire de la sorcellerie. Alors que dans plus de 50% des couples sans enfants, l'infertilité masculine joue un rôle significatif. Les principales causes de l'infertilité masculine sont diverses. Elles peuvent être sécrétoires ou excrétoires. C'est les infections qui sont souvent à la base de l'infertilité masculine. Il y a des infections banales, mais qui sont peu impliquées dans l'altération de la reproduction. Il y a les infections sexuellement transmissibles, en particulier le Neisseria gonorrhée, qui est assez fréquent et qui est mal traité chez nous malheureusement. Et dès que la production de pus tarit, c'est fini, ils pensent qu'ils sont guéris, alors que l'infection n'est pas terminée. Et ensuite, ça aboutit à l'infertilité. Selon ce spécialiste, l'évolution de l'infertilité masculine obéit à plusieurs étapes. Il y a l'infertilité primaire, c'est-à-dire que dès le départ, le couple n'arrive pas à procréer, ou alors au départ, il n'y a pas de problème, il y a une procréation, mais qui à un certain moment s'arrête parce qu'il y a eu un problème. Le problème peut se situer au-dessus de l'appareil de reproduction au niveau hormonal, qui n'assure pas la régulation normalement. Ça peut se situer au niveau du testicule, qui ne fabrique pas correctement des spermatozoïdes, insuffisamment ou incorrectement, ou qui n'en produit pas du tout, ça peut arriver, ça c'est l'azospermie. Ou alors, au niveau hormonal, il n'y a pas de problème, au niveau testiculaire, il n'y a pas de problème, mais c'est l'acheminement des spermatozoïdes déjà formés vers les voies génitales jusqu'à la sortie. Le traitement de l'infertilité masculine est fonction des causes qui l'entraînent. Dans certains cas, le médecin peut faire recours à la chirurgie. Lorsqu'on a diagnostiqué la cause, ça revient au traitement de la cause. Lorsqu'on diagnostique par exemple une varicocèle, il faut faire la cure chirurgicale de cette varicocèle. Lorsqu'on met en évidence une infection, il faut traiter l'infection. Et lorsque c'est un déficit hormonal, il faut corriger le déficit hormonal. Et puis, il y a les causes qu'on traite chirurgicalement. Lorsque c'est une obstruction au niveau de ces voies séminales, théoriquement, il y a la chirurgie des voies séminales. Si c'est au niveau du canal déférent qu'il y a une obstruction, on peut réséquer la partie qui est sténosée et faire une anastomose termino-terminale.
Pour prévenir l'infertilité masculine et aussi éviter des problèmes conjugaux, il faut régulièrement consulter un médecin, adopter des mesures hygiéno-diététiques et se protéger des infections sexuellement transmissibles. Et pour revenir à l'actualité politique, je vous informe que vous aurez droit juste après cette édition à un nouveau rendez-vous quotidien, le journal de la campagne dénommé Campagne Info, j'y arrive, un journal qui vous immerge au cœur de la campagne électorale. Religion, dans ce journal, l'islam pour une cohésion sociale et un développement harmonieux de la nation. C'est le thème, c'est sur ce thème cette année que la 10e édition du Canafi va se dérouler. La rencontre est organisée par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée. Elle regroupe pendant 7 jours 550 participants qui doivent recevoir des connaissances sur l'islam. Abdourahmane Ba. Cette lecture du Saint-Coran a ouvert le bal des activités de ce séminaire du Canafi, Camp national de la formation islamique, dont est la 10e édition cette année. Organisée par l'Association des élèves étudiants musulmans de Guinée AMG, cette rencontre est placée sous le thème « L'islam pour une cohésion sociale et un développement harmonieux de la nation ». Un thème qui sera développé pendant 7 jours pour 550 participants par Dr Elhaj Mohamed Diallo. Le président de l'AMG, dans son discours d'ouverture des activités, a salué les invités de marque avant de définir clairement la nature de l'association et les motifs de l'organisation de ce séminaire. Je saisis cette noble opportunité pour exprimer à ce visage souriant toute ma satisfaction à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du camp national de formation islamique. L'Association des élèves étudiants musulmans de Guinée est une association apolitique basée sur le Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'organisation de ce séminaire trouve sa racine dans les sources de charges et obligations de l'association à apporter sa modeste contribution à l'encadrement adéquat de la jeunesse guinéenne pendant les vacances. L'ouverture de cette cérémonie a connu la présence des différents représentants du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et du secrétaire général adjoint des affaires religieuses, des invités de marque qui n'ont pas manqué de vanter les mérites de ce séminaire. Comme les autres secteurs du système éducatif guinéen, que votre thème, à savoir l'islam pour une cohésion sociale et un développement harmonieux de la nation, répond on ne peut mieux à la mission qui nous est assignée. C'est en guise d'éducation pour former nos enfants. Nous voulons des musulmans civilisés parce que l'islam éduque. Les séances de photos ont été prises pour immortaliser les activités de l'association organisatrice de l'événement. C'est la question qui divise la communauté internationale. Le régime de Bachar el-Assad a-t-il utilisé des armes chimiques contre la rébellion? Oui, pensent de plus en plus les États-Unis qui en avaient fait une ligne rouge. Un responsable américain parle de signes forts. Alors tout le monde attend les conclusions de l'enquête des observateurs de l'ONU, mais en se rendant sur place, ils ont été pris pour cible par des tireurs embusqués. Suivez. Au lendemain du feu vert du régime syrien, 5 jours donc après les bombardements présumés chimiques dans la banlieue de Damas, les voilà en route. Objectif, recueillir des preuves et tenter d'établir les faits. Les inspecteurs de l'ONU pris pour cible par des snipers en chemin en zone sous contrôle gouvernemental. Pas d'image de l'attaque du convoi, mais pas de doute non plus. Pour les pro-Assad, ils ne sont pas les bienvenus. Les experts parviennent toutefois jusqu'à Moardamiyat, un des lieux frappés mercredi dernier. Quelques mots échangés avec des locaux, puis une visite guidée dans cet hôpital improvisé. Des gens allongés, certains sous l'emprise de tremblements semble-t-il incontrôlables. Les envoyés de l'ONU repartent avec des témoignages et des échantillons. Leur analyse sera capitale pour identifier la nature des armes utilisées mercredi dernier. 3500 morts selon l'opposition syrienne. Et pour la première fois, Bachar al-Assad s'exprime directement sur la question. Les accusations visant le régime sont insensées, dit-il. Il met en garde les États-Unis contre une intervention militaire destinée à l'échec. Or, à Paris, Londres et Washington, une réaction semble active. Il y a un massacre chimique qui est établi. Il y a la responsabilité de M. Bachar al-Assad. Il faut une réaction. Nous en sommes là. Une réponse proportionnée, ajoute Laurent Fabius, sans en dire plus. Toutes les options sont ouvertes pour Washington.
Concernant la Syrie, les États-Unis examinent toutes les options possibles. Si une action est entreprise, ce sera en liaison avec la communauté internationale et dans un cadre légal. Si la forme d'une intervention internationale reste floue, le cadre, lui, ne l'est pas moins. Il faudrait passer outre Pékin et Moscou qui soutiennent le régime en place en Syrie. Or, pour Moscou, une intervention internationale serait critiquable du point de vue du droit, de l'éthique, de la morale, et elle ne réglerait rien en Syrie. La Russie, ajoute cependant Sergueï Lavrov, n'a pas l'intention d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la politique ne passionne pas en Allemagne. D'après un sondage publié par le magazine Stern, 72% des Allemands ne sont pas intéressés par les prochaines législatives, scrutin qui doit pourtant avoir lieu le 22 septembre prochain et qui permettra à Angela Merkel d'être réélue ou pas. Alors, c'est mission séduction en ce moment. La chancelière allemande en personne a accueilli des milliers de visiteurs au siège du gouvernement lors d'une journée porte ouverte. Reportage. L'immense chancellerie fédérale, 73 000 mètres carrés, 7 fois la taille de l'Élysée. Pour cette journée porte ouverte, la star est surtout dans la foule. Angela Merkel, applaudie par des dizaines de milliers de visiteurs et lecteurs qui n'hésitent pas à l'interpeller. Madame la chancelière, êtes-vous confiante pour gagner les élections? Je fais de mon mieux. Elle est toujours mesurée, elle ne répond pas aux provocations. C'est la bonne personne à ce poste-là. La chancelière qui présente son hélicoptère devrait s'envoler vers une nouvelle victoire. L'Allemagne, sa politique dans la crise de l'euro, devant la voiture blindée, beaucoup considèrent que la chancelière a su préserver les intérêts du pays. Je pense qu'elle a l'air solide et qu'on peut lui faire confiance. C'est ce que je ressens. Elle va résoudre la crise car elle est très calme. La campagne a démarré au pas de charge. Dans moins d'un mois, les Allemands désignent le chef de la première puissance économique européenne. En bref, le suspense en Chine, fin ce matin du procès de Bo Xilai, l'ancien haut responsable du Parti communiste chinois est soupçonné de corruption, de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, des faits qualifiés d'extrêmement graves par le procureur, ce qui laisse présager d'une peine très sévère. On sait que Bo Xilai encourt la peine de mort. Le jugement a été mis en délibéré à une date qui n'a pas été précisée. Culture, pour boucler cette édition, une bonne nouvelle pour les comédiens et humoristes de Guinée. Après plusieurs démarches, parfois sémées d'embûches, ils viennent d'être reconnus officiellement comme étant des artistes à part entière par les autorités, ce qui signifie en clair qu'ils auront dorénavant les mêmes droits que les artistes chanteurs ou musiciens, une étape franchie qu'ils n'ont pas manqué de signifier au ministre de la Culture, Ahmed Tigani Cissé, pour sa part, les a exhortés à persévérer dans l'unité. C'est un compte-rendu de Ousseinatou Diallo, lu en studio par Diao Bachir. Ces derniers mois, les comédiens, humoristes et danseurs de théâtre regroupés en association menaient des démarches auprès des autorités guinéennes pour trouver solution à quelques difficultés auxquelles ils étaient confrontés. La crise de reconnaissance dont ils souffraient n'est plus qu'un lointain souvenir. Très réconfortés par ce geste, ces comédiens et humoristes ont rendu visite ce lundi à leur ministre de tutelle. Ce jour constitue pour nous comédiens une date historique, car aujourd'hui signifie pour nous la reconnaissance des comédiens en tant qu'artistes guinéens. L'acte que vous venez de poser avec vos collaborateurs pour les comédiens, à savoir le retour des comédiens dans le sphère des artistes guinéens, en obtenant leur DRM, droit de reproduction mécanique, ainsi que des autres droits, est sans doute le plus grand geste qu'un ministre peut offrir à un groupe d'artistes. Le ministre de la Culture a loué leur esprit de civisme avant de leur exhorter à persévérer dans l'unité. Je rends hommage à vos responsables. Vous auriez pu obtenir ce droit en manifestant violemment, en criant. Vous avez accepté le dialogue. Vous avez compris que ce sont vos droits. On ne peut pas les mettre de côté. Et moi-même, je suis artiste. Et je vous ai promis que les droits seront reconnus. Ahmed Tigani Cissé a aussi eu un mot pour les détracteurs de cette profession. La chasse aux pirates, ceux qui prennent vos œuvres, les utilisent pour les vendre illégalement,
ce n'est pas seulement le ministre qui doit les pourchasser, c'est aussi vous. Il ne faut pas que vous soyez complices des pirates. Il faut que vous soyez dans les organisations que vous avez formées et que le dialogue soit établi entre ces organisations et le ministère. Dans les prochains jours, une lutte sans merci sera engagée contre le piratage, une manière de permettre aux artistes humoristes de vivre de leurs produits, a conclu le ministre Ahmed Tidjani Cissé. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous et gardez un œil sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. À suivre dans un instant et plus précisément à 20h40. Campagne info avec Ibrahima Souriari Ansané à la baguette.